Pourquoi? Parce qu'il faut, en dehors de travailler sur des systèmes autonomes et économes, des systèmes agricoles autonomes et économes, il y a derrière la volonté de montrer que nos zones moyennes montagnes ou les zones difficiles sont des territoires qui doivent rester vivants, où on peut vivre de l'agriculture, on peut être agriculteur. Il n'y a pas une agriculture qui est représentée par les grands bassins. Il y a des agricultures en France. Et il est absolument nécessaire de montrer, de remonter au sein du ministère, alors là je parle du coup en tant que président national, avec les échanges qu'on a au ministère, il est absolument nécessaire de faire remonter du terrain des expériences viables sur des territoires comme les nôtres. Il en dépend du développement territorial, il en dépend de la cohésion de nos territoires, aussi bien sociale qu'économique. Voilà en gros pourquoi il faut absolument qu'on continue sur cette dynamique. Donc dans ce projet, il y a 3 axes qui ont été définis. Donc le premier étant la mise en réseau des groupes agriculture durable de moyenne montagne. Donc ça passe par la capitalisation des différentes expériences. Le deuxième axe, c'est l'optimisation des initiatives de groupe. Donc c'est permettre aux groupes localement et au sein du Massif central de continuer à innover et pour cela de leur donner un accompagnement des animateurs des différentes structures. Et enfin, le troisième axe qui est plus axé sur la communication et la sensibilisation. Donc l'objectif étant de toucher le grand public, les agriculteurs, les agents de développement. La question, c'est de savoir, il y a quand même des impacts du pâturage, par exemple au niveau du jonc diffus, de savoir, sur le parasitisme. Donc c'est un peu d'arriver à mieux maîtriser la gestion de ces prairies humides parce que le pâturage a des impacts et des fois on ne sait pas en fonction du stade physiologique, de l'âge des bêtes, quand est-ce qu'il faut les mettre dessus. Voilà. D'arriver à mieux, l'objectif là-dessus, sur cette thématique des prairies humides, c'était d'arriver à mieux les gérer et en même temps d'arriver à montrer à d'autres paysans que c'est possible de les intégrer dans un système et que ça amène plus de souplesse. Donc à la fois de s'améliorer et à la fois de montrer que c'est possible de les intégrer. Et on se rend bien compte cette année, où la fin de l'été a été sec, que ceux qui en ont, ils sont bien contents d'en avoir. D'autre part, il a été prévu de poursuivre l'accompagnement des groupes vers des pratiques plus durables. Voilà, donc accompagnement qui a déjà commencé, des échanges qui sont prévus entre les agriculteurs, certains qui sont assez liés aux échanges, aux journées d'échanges et aux voyages d'études qui ont été réalisés jusqu'à présent, pour la valorisation des prairies humides et la gestion des espaces pâturés de manière générale. On a l'intérêt aussi de produire ces céréales sur la ferme, outre l'autonomie et le gain économique en termes d'énergie. C'est aussi la paille. Je veux dire que les éleveurs ont besoin de paille, donc ça c'est aussi un truc, sinon on est condamné à l'acheter. C'est aussi un autre intérêt. L'intérêt qu'il y a aussi derrière le méthane au niveau écologique, nous on l'a mesuré, c'est quand même comme c'est à bas niveau d'intrants, en termes de biodiversité aujourd'hui, sur les plantes messicoles qui sont des espèces qui sont aujourd'hui pour la grande partie sur la liste rouge, elles ne survivent plus que dans ces exploitations de polyculture élevage qui sont à bas niveau d'intrants, donc pas toutes. Donc celles qui n'utilisent très peu d'engrais, entendu pas d'herbicides, qui ont encore des semences fermières, parce qu'en fait, d'acheter des semences aujourd'hui, les normes sont telles qu'elles sont pures, quoi. Vous n'avez aucune chance d'avoir une graine de miel dans des semences achetées, quoi. Et bon, après on met du régras anglais, régras hybride, régras italien, on fait des mélanges, quoi. Et après tient celui qui tient, et puis le reste, ce qui reste à la fin, souvent il n'y a pas de miracle, hein, c'est la luzerne, le lotier tient bien et le dactyle. Après le régras anglais et le régras italien, on ne le voit plus au bout de la 4e année. Puis je trouve qu'on est souvent mal aussi orienté par rapport aux qualités de l'herbe, par rapport à l'aliment, que ce soit les marchands d'aliments, d'engrais, ils nous disent qu'il faut apporter ça pour votre terrain, et puis finalement on s'aperçoit que le terrain, que ce soit le phosphore ou la potasse, il y en a déjà. Qu'il ne faut pas forcément en apporter, quoi. Et l'aliment c'est pareil, pour engraisser un animal on nous disait qu'il fallait 6 kg, 7 kg, 8 kg d'aliments, alors qu'avec les qualités de foin qu'on a chez nous, et le foin l'hiver et l'herbe l'été, on s'aperçoit très bien qu'on peut aussi engraisser des animaux avec un coût réduit, quoi. Donc de ce côté là, je pense qu'on a été mal conseillé, mal orienté, quoi. Il y a en gros 25 ans, on a ensilé 30 hectares d'herbe, on a ensilé du maïs.
Bon, on faisait du tourillon, de la génisse grasse. Et bon, c'est vrai qu'on ne regardait pas. Au niveau des pratiques, on mettait pas mal d'engrais. On mettait les engrais. Bon, du coup, l'évolution, c'est surtout par rapport à quand on est passé en production biologique en 2002. Et là, c'est vrai qu'on a arrêté tout ce qui était ensilage. On est passé en foin, que du foin. Et c'est vrai qu'on a vu une évolution qui est aussi bien des deux côtés au niveau environnemental et même économique. Parce que le maïs, bon, on arrosait tout, mais ça nous coûtait quand même cher. Et avec le recul, une bonne luzerne est bien mieux vaut largement un maïs, quoi. Même au niveau des tonnages, surtout dans notre région. Mais pas une région pour avoir des maïs à 2,50 m de haut. Moi je vois, il faut arrêter d'agrandir ces exploitations, quoi. C'est surtout ça le plus important. En termes de transmission après aux jeunes, moi je côtoie pas mal de gens qui sont pas du milieu agricole, qui pourront jamais s'installer si l'évolution de l'agriculture continue comme ça, quoi. Alors avec des petites structures, en valorisant un peu mieux les produits, moi si avec 50 vaches j'arrive à vivre, un jeune pourra reprendre mon exploitation alors qu'il ne pourra plus reprendre une exploitation où il y aura 150 vaches et du matériel et des investissements trop lourds à faire, quoi. C'est pour ça que je me bats, moi, par rapport à cette démarche de valeur ajoutée, quoi. On parlait un petit peu pour essayer de mieux valoriser l'herbe, donc peut-être faire une visite dans le Limousin, voir un petit peu un groupe d'agriculteurs qui travaillent déjà sur la gestion de l'herbe. C'est aussi une façon d'optimiser un petit peu notre ressource principale. Et puis voilà, il y a plein de pistes de travail qu'on va continuer à explorer. Et sur les métailles aussi, on réfléchissait, on a déjà un petit peu abordé le sujet, mais on va continuer à travailler là-dessus et essayer de former un groupe un peu plus technique là-dessus. C'est retrouver un petit peu ces valeurs agricoles et pouvoir remettre en commun et retravailler ensemble. Voilà, pour moi c'est ça le plus important. Retrouver des valeurs, mais sur des exploitations bien sûr à taille humaine. Voilà, qu'elles soient bio ou non bio, je pense que le plus important c'est de revenir à quelque chose d'humain.